Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Ah, c'est bien, il y a du monde. C'est bien, c'est bien. Donc, Vous m'entendez? oui, oui, D'accord, ça va alors. très bien. Donc, quand quelqu'un veut parler, allumez votre micro. Par contre, si vous n'avez pas de... si vous ne parlez pas, vous pouvez l'éteindre. Et Bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour à tout le monde, bonjour. Je vois. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Très Bonsoir. bien. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, vraiment, on a envie d'entendre des choses sur la stratégie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, il y a d'autres qui arrivent. Voilà, très bien. Parfait, parfait. Bon, on va pouvoir bientôt commencer. Je vais voir aussi, je vois qu'il y a des discussions qui sont aussi affichées. Donc, on va les mettre quelque part. Très bien, très bien. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Hein, il y a encore des personnes qui arrivent. Donc, j'espère que vous étiez aussi nombreux de jouer au championnat de France. Hein? Vous avez participé. C'était... Oui? Oui, tout le monde a joué? Non. Non, moi j'ai suivi le championnat de France et j'ai gagné quand même un pack de finale de pion par Rémi Cavana et Anthony Diric. D'accord, très bien. D'accord, il y a des personnes qui arrivent. C'est OK. Bon, vous voyez tous mon diaporama? Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, c'est très bien. Parfait. Alors, on va pouvoir démarrer. Et évidemment, si quelqu'un arrive, on va le laisser rentrer. Hein. Et voilà. Alors, on s'est trouvé ce soir pour discuter cette question importante. Comment la pensée stratégique améliore notre jeu? Ça c'est une question qui compte. Déjà, la pensée stratégique, il faut savoir pourquoi ça améliore et est-ce que ça améliore. Et si ça améliore, comment améliore? Donc, ça nous suggère aussi de quelque chose, c'est-à-dire que finalement, il y a une manière de penser qui est peut-être plus efficace de ce qui est habituellement. C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà lu la manifeste stratégique que j'avais écrit? Oui? Oui. Oui. Voilà. Donc, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Et en tout cas, c'est
très important d'avoir cette conscience que finalement, pour être vraiment efficace aux échecs, pour améliorer il y a une manière de penser, et c'est la pensée stratégique qui est là, qui est présente, qui existe. Et bien sûr, on est tous quelque part convaincus de ça, parce qu'on sait on dit nous-mêmes que le jeu d'échecs, c'est le jeu de stratégie. Mais dans la pratique, est-ce que vraiment on applique la stratégie et de la bonne manière? Voilà, donc on va essayer de regarder un petit peu. Je mets le mien? Voilà, donc si vous ne me parlez pas, merci d'attendre votre micro. Si vous voulez me parler, vous pouvez me parler. Alors, donc on va un petit peu, il y a encore des personnes. On va un petit peu revenir sur le sujet et on va démarrer notre diaporama. Évidemment, aux échecs, on connaît tous les noms de personnes qu'on appelle des grands stratèges. Il y avait beaucoup, hein? Mais quand on regarde vraiment des grands stratèges, peut-être pas tant que ça. Et vous reconnaissez ici quelques noms, hein? Donc, j'espère que peut-être vous avez vos préférés aussi, hein, quelque part. Et c'est le jeu de ces personnes-là, souvent qui nous inspire de faire mieux, d'aller beaucoup plus loin. Donc, ce qui est vraiment quelque chose de très percutant, c'est qu'on voit que même des joueurs qui ont un niveau très élevé et qui sont très connus, comme ici Rudolf Spielmann, il a reconnu à un moment donné quelque chose qui est même choquant quelque part. Quand on parle de Rudolf Spielmann, était un très grand joueur, était grand maître, il était auteur des livres, il était capable, il a même battu Capablanca plusieurs fois. Donc, quelqu'un très très fort, et quand il dit une chose pareille, je peux assez bien comprendre les combinaisons d'Alekhine, mais d'où il tire ses chances d'attaque et comment il insouffle une telle vie dans l'ouverture même, c'est au-delà de moi. Autrement dit, il se sentit dépassé par l'œuvre et par la pensée, on peut dire stratégique, effectivement, d'Alekhine. Parce qu'Alekhine n'était pas seulement quelqu'un qui arrivait à créer des merveilleuses combinaisons, mais c'était aussi, au fond, un très, très grand stratège. Alors, c'est quoi la stratégie? Donc, si vous avez lu un manifeste, j'espère que vous avez lu, là, vous avez quelques explications, mais on va évidemment y revenir ici. On va essayer de rentrer un petit peu dedans et de dire quelques petits mots, mais avant de continuer, voilà, je vous interroge. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'est la stratégie? Est-ce qu'on peut la définir au moins comme ça? Est-ce que quelqu'un est partant pour nous dire deux, trois mots? C'est quoi la stratégie? À long terme? Un jeu à long terme, d'accord, Oui. ok, c'est vrai. Est-ce qu'on peut un petit peu préciser? Par rapport au calcul, c'est plus au court terme. Le calcul, c'est sur 2-3 coups. Le calcul, ça dépend du nombre de coups que les personnes puissent calculer, mais il y a quelque chose de différent de calcul. Évidemment, un stratège va utiliser le calcul aussi, évidemment.
Mais au fond, qu'est-ce qu'il fait un stratège? C'est ça que... Donc, on va revenir sur cette question hein, tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait le stratège? Comment il conçoit en fait son jeu? Est-ce que quelqu'un veut oser? Oui. J'ai vu une main. C'est un plan global. Comment? C'est un plan global, le stratège. La stratégie, en fait, quelque part, on ne peut pas dire que c'est un plan, mais plus une vision. D'accord? Par contre, un plan peut être stratégique. Tout à fait. Mais la stratégie, c'est une vision globale, comme vous avez bien dit, et qu'il nous donne un petit peu, qui nous guide quelque part. Voilà. C'est ça, pour l'instant, c'est ça qu'on doit savoir. On va revenir sur cette question pour essayer de compléter tout à l'heure. Alors, donc, simplement pour une image, vous voyez, c'est comme un chemin à travers la forêt parce qu'il y a beaucoup d'arbres. On ne sait pas comment on peut passer. Et ben voilà, c'est un petit peu, la stratégie nous montre un chemin. Donc, c'est très important, ce chemin-là. Alors, prenons donc une première position. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. Et essayons maintenant de réfléchir comme un stratège. Qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir comme un stratège? Qu'est-ce qui est à faire ici pour vraiment aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'objectif, c'est d'améliorer la position, enfin, l'activité de ces pièces ou... voilà. C'est vrai ça. Le stratège veut toujours améliorer sa position. Mais disons quand on regarde une position comme ça, avant de vouloir améliorer la position, on doit quand même réfléchir sur quelque chose. La sécurité du roi, l'activité des pièces, les essais sont menacés ou pas. On peut dire comme ça. En fait, ce qu'on dit que la première chose, c'est d'observer donc la position. Et donc, si on essaie d'observer la position, essayons donc d'abord, donc avant de se prononcer sur ce qui est à faire, de trouver, en fait, quelque part, regarder les éléments de la position. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que quelqu'un veut nous dire 2-3 mots sur ça? Donc, on essaie donc de trouver les éléments de la position. Un milieu de jeu avec des pièces lourdes, des fous de couleurs opposées. Fous de couleurs opposées, très bien. Ce qui favorise l'attaque. Ce qui favorise l'attaque quand on a des pièces lourdes. Et on constate que les noirs ont un avantage puisqu'ils contrôlent pour l'instant la seule colonne ouverte, la colonne C. Très bien. OK. Donc, la position des noirs paraît plus active. Très bien. Et quand on regarde, quand on essaie de comparer les pièces, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces pièces-là? Quel peut être... Donc, on avait vu les deux fous sont donc entre eux, ils ne peuvent pas s'attaquer parce que c'est des fous de couleur opposée. Mais quand on compare les deux fous, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux fous? Ils sont tous les deux bons parce qu'ils sont devant leur pion. Ils sont quelque part devant, d'accord, ils sont inexpulsables. Mais entre les deux fous, quel fou vous paraît meilleur? Le fou des blancs, parce qu'on peut avancer le pion F4 à F5. Surtout qu'on peut mettre la dame à H5 aussi également.
Oui, on voit que le pion H5 est attaqué, c'est vrai. C'est vrai que le fou D4 attaque F6, mais F6 est pour l'instant protégé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on a les dames. Dame H4 attaque le pion H5. Donc, c'est difficile de le défendre, sauf si on veut revenir avec le fou. On se fait attention au pion B4 noir qui peut être un pion passé, éventuellement. Éventuellement. Voilà, pion B4 paraît très fort, oui. Et finalement, on a des tours. Vous avez dit tout à l'heure que, que les noirs contrôlent la colonne ouverte. La tour C8 en C2, ça peut être intéressant. Très bien. Donc là, on a une notion d'initiative qui est très importante, c'est-à-dire le principal défenseur du roi, c'est la tour. La tour D2 défend le roi, donc pion G2, défend aussi le pion A2. Et si on propose l'échange des tours, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va basculer tout de suite dans un sens. OK. Alors, regardons ça de plus près. On va donc ouvrir la position tout de suite. Et évidemment, on va mettre l'échiquier. Et on va dire les traits au noir. Évidemment, les noirs jouent donc le coup qu'on avait bien estimé comme meilleur, tour C2. Alors, évidemment, si on joue dame F2 pour défendre la tour, bah, on peut tout simplement prendre A2, et puis A2, et c'est fini. Hein, on peut dire comme ça. Donc, l'échange est nécessaire. Dame prend, menace mat. Donc, les blancs n'ont plus le temps de prendre le pion H5. Il faut maintenant défendre mat. Donc, il joue dame G3. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein, vous voyez. Et quoi faire maintenant? Il faut dire que les blancs eux-mêmes menacent, par exemple, fou prend F6. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette position? Le roi noir. Comment? Bouger le roi noir. On peut effectivement penser à ça. Ou détourner la dame G3 en faisant H4, par exemple. Pousser H4, le pion H4. Oui, Voilà. ça c'est vrai, mais dans ce cas-là, la dame va venir en G4. Et si on poussait H4? Oui, si on pousse H4, on va venir dame G4. On peut Et envisager... il y aura menace d'échec. Hein. Ouais, on peut envisager dame prend A2, fou prend F6, dame prend G2 échec, dame prend G2. Voilà, donc ça c'est... Mais est-ce qu'on arrive à une finale gagnante? Voilà, ça c'est une possibilité. En tout cas, la finale va être meilleure. Pourquoi? On a un pion plus minimum, un pion plus. On a surtout un pion passé. Voilà, très bien. Passé. Donc, après, il faut se couleur opposée. Donc ça, c'est puisque l'autre variante n'est pas concluante, les noirs se décident à prendre A2. Et vous voyez, là, c'est une décision qui est importante. Est-ce qu'on va faire quelque chose avec ça ou pas? Il faut voir. Mais si on avait joué H4, dame G4, la dame devient active. Voilà, ça c'est un problème. Fou F6 menace tout le temps et on ne peut plus faire les mêmes choses comme tout à l'heure. Donc, il joue ici dame A2, fou prend F6 et évidemment, le coup qui était prévu, on prend dame G2, fou G2. Évidemment, la finale des pions est perdue. Donc, il faut retirer le fou et il joue où?
S'il joue fou 7, qu'est-ce qui se passe? On tente B3 peut-être. Oui, on va pousser le pion parce qu'on menace effectivement de passer. Donc, il joue fou D4 et le fou revient à E4. Et on se trouve maintenant dans une finale qui est à évaluer. Alors, comment on peut évaluer cette finale? Donc, on a constaté un pion passé. Mais est-ce que un pion passé dans les finales des fous de couleur opposée suffisent pour faire quelque chose? Donc ça, c'est la bonne question qu'on peut se poser. Ouais, généralement, non, ça ne suffit pas. Mais après, il faut voir dans la pratique. Mais bon, généralement, ça ne suffit pas, un pion passé. Il faudrait qu'il soit protégé par un autre pion pour une autre pièce. C'est ça, il faudrait bouffer le Ouais, pion donc, H3 ou H4. normalement les blancs devraient pouvoir quelque part résister. Mais les noirs, quand ils ont rentré dans cette position, ils ont estimé, ils ont pensé à autre chose. Qu'est-ce qui peut leur donner l'idée de jouer cette position? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Le truc, c'est qu'on peut peut-être forcer le roi blanc à aller chercher ou aller à l'aile dame pour contrôler B4 et avec notre propre roi, essayer de passer pour aller prendre les pions ou E3 ou H3. Très bien. Donc, Parce que le quelque fou noir part, va pas pouvoir, il va pousser H4 certainement pour remettre le pion sur noir, mais il ne va pas pouvoir contrôler en même temps H4 et E3 en fait. très bien. Donc, quelque part, les noirs comptent sur la possibilité d'avancer avec le roi et faire quelque chose avec le roi. Ça, c'est très important. OK. Donc, chacun s'avance. Roi G3, roi F7. Si on joue roi H4, ben, il joue au pire G6, tout est contrôlé. Mais alors, comment vous expliquez le coup H4 ici? Qu'est-ce que les blancs espèrent ici? Les blancs espèrent aller peut-être à la case B1 pour éviter la promotion du pion B4. Par exemple, pourquoi les blancs ne sont pas tout de suite allés sur l'aile dame? Où est le problème? Le roi pourrait peut-être s'infiltrer, mais le pion H3 est faible parce qu'il peut être attaqué par le fou. Tout à fait. Donc, en fait, si le pion reste en H3, il peut être bloqué par le pion, et ensuite, le pion H3 devient le cible, et évidemment, le roi il ne pourra jamais partir de l'autre côté. Donc, H4, G6, il ne faut pas que le pion soit pris. Roi F2, roi E6, roi E2. Donc là, il y avait plein de possibilités. Et finalement, voilà, le roi se décide de rentrer ici. Roi F5. Évidemment, si le roi est resté de l'autre côté, on aurait pu penser, par exemple, sur un autre coup, on aurait pu penser que le roi va essayer de te passer sous l'aile dame. OK, très bien. Alors, après roi 2, roi F5, et roi F6, il y a fou F6. Le roi blanc va pouvoir contrôler le pion B et le fou blanc aussi de case noire. Il va pouvoir défendre H4 et E3 qui sont les faiblesses effectivement chez les blancs. Donc là, ça s'engage un jeu. Il y a un jeu, on peut dire, comment obtenir une position, on peut dire, jouable. Mais où est le danger? Est-ce qu'il y a vraiment le danger ici pour les blancs? Est-ce qu'il y a un danger là? Pourquoi ils n'ont pas fait nul tout de suite?
Le roi blanc empêche le pion B de passer pour l'instant. Le roi est suffisamment près. Oui, donc le pion B, il ne peut pas passer, le roi est là et le roi, il va l'arrêter. Donc ça, ce n'est pas un vrai danger dans le sens, il est là pour plus pour bloquer une pièce, hein, pour occuper une pièce. Mais est-ce que les Noirs, quand ils maintenant essayent de faire quelque chose, de louvoyer un petit peu, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme idée dans la tête? Est-ce que vous voyez une... Comment on peut imaginer maintenant cette position? Bientôt, les Blancs vont se retrouver en zugzwang si le roi noir vient en F3. Peut-être, mais pourquoi? Pourquoi ça serait un zugzwang? Oui, quelle est l'idée derrière? Est-ce qu'il y a une idée pour continuer une telle position? Le roi blanc va bientôt se retrouver collé contre la première rangée. Bah, c'est pas si grave que ça, mais pour gagner une partie comme ça, il faut quand même... Et le pion E3 va tomber. Est-ce qu'il va tomber? Voilà, ça c'est la question. Les Noirs vont essayer de pousser D4. Donc, on peut toujours pousser D4, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, regardons un petit peu comment le jeu continue. Roi G3. OK. Fou 7. Roi H3. Alors, est-ce qu'il donc, vous voyez, il peut donner le pion B4 pour prendre H4, parce qu'il considère que H4, le pion H, en fait, est beaucoup plus important que le pion B. La raison, c'est que le pion H peut être soutenu par le roi. OK, donc, fou F6, roi G4, fou 7, fou F5, fou F6, roi F3, fou 7, B3, roi C3, évidemment, maintenant il faut le tenir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce pion? Donc, regardons. Si on prend E3, il y aura prise. Et maintenant, si on prend l'autre pion, on revient. Et pire, c'est qu'avec deux pions de plus, on ne peut jamais gagner cette position. Voyez. Donc, les pions ne sont pas si faibles que ça. Alors, revenons un petit peu. Et c'est pour cette raison-là que les Noirs ne vont pas prendre le pion E3. Ils jouent fou 6. Oui, sûr. Donc, quelque part, ça permet aux Noirs de garder, c'est-à-dire de défendre d'une manière indirecte le pion B3. OK. Donc, il joue fou C5. Maintenant, il défend. Et là, regardez, la position est maintenant mûre. Regardez maintenant le coup qui permet, c'est cette idée cachée. C'est pour ça que le fou était tout le temps là-bas. Il joue G5. Alors, c'est quoi cette idée G5? Donc là, vous voyez en fait ce qui se passe, ce qui se cache derrière. Tout est basé sur le pion H. C'est un petit peu l'idée. Alors, est-ce que c'est l'idée tactique ou stratégique? L'idée, c'est de donner un pion pour l'initiative. Mais quelle C'est initiative? de libérer le pion H5. Libérer le pion H5, sachant que le fou noir ne peut pas le récupérer facilement. C'est un moyen de libérer le pion. Ouais. Parce que même après la prise, vous voyez, s'il prend avec le pion H, c'est H4 tout de suite. Et donc, maintenant, D4, c'est parce qu'il a besoin de pion B3. Donc, il donne le deuxième pion. Et après la prise,
Maintenant, il va chercher le pion H. Le fou, il est incapable de... Même s'il joue fou E7, en fait, le fou contrôle toujours la case de promotion G8. Donc, il joue fou A3, prise, ça va être un peu la course, il prend tous les pions, mais en fait, la position est gagnante. S'il joue D5, ce n'est pas très grave. Pardon, là. Sur D5, il va tout simplement prendre, vous voyez, et les pions passent. Donc, quand on revient, il va tout simplement tout prendre et la position est perdante. On a le bon fou. Au pire, même si le roi se cache en H2, on va aller de l'autre côté pour gagner le fou et on va revenir promouvoir le pion H. Donc, ça nous montre que dans la position, il y avait d'abord, pour comprendre ce qui se passe, une situation dans laquelle il faut penser, c'est-à-dire on regarde d'abord les éléments de la position. Et ce qu'on avait vu que ce qui était vraiment important, c'est de comprendre qu'il y avait des priorités. Et dans les priorités, c'était cette possibilité de rentrer dans une finale qui donnait de bonnes chances. Après, on peut toujours trouver que les Blancs ils pouvaient jouer mieux, etc. Mais l'idée est telle, c'est de créer un 12e pion passé. Voilà. Et de trouver en fait, pour vous dire, quand on joue dans une partie réelle, quand on joue des idées comme ça, il est extrêmement difficile de trouver la défense. Extrêmement difficile. Même si on est très fort en calcul, ici, il y a des éléments qui sont hyper compliqués. Et de l'autre côté, ce qui est essentiel, c'est quand même la question de priorité. On a trouvé que, vous voyez, il a sacrifié les pions, mais il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire les pions passés. Des questions? C'est bon? On a bien compris? Et regardons maintenant, on va revenir sur notre diaporama. Et on va regarder la position suivante. Là, c'est aussi des pions, des fous de couleur opposée. Mais il n'y a que des fous aussi. Très au noir. Qu'est-ce qu'on peut conclure en regardant la position? Avant de jouer, hein, ne cherchez pas le coup tout de suite. Regardez ce qui se passe. Donc, comment continuer cette position? Oui. Pion passé noir, oui. Il y a déjà un pion passé noir. Autre chose? On voit quand même que c'est assez difficile de passer. C'est assez difficile. Comment on va faire? Le fou C8 contrôle pas mal de choses là. Oui. Oui. Alors, est-ce que donc les rois sont sur le même côté? Le fou, de blanc, il est quand même obligé de surveiller le pion A, mais quelque part, il y a encore assez de pions sur l'échiquier. Comment faire pour ouvrir la porte? Le coup F4, peut-être? Oui, F4, oui. Ça, c'est l'idée.
Et sur F4, alors regardons un petit peu ce qui se passe. Si on prend le pion, quelle est la réponse? Est-ce qu'on peut quand même prendre le pion? Parce que quand on joue F4, il y a, on attaque G3, on menace même de prendre G3 une fois, peut-être H3 après. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, comment faire? Le F4, ça a l'air très intéressant, mais qu'est-ce qui se passe si on prend G prend F4? On abandonne la colonne A, le pion de la colonne A. C'est-à-dire, sur G prend F4, on joue quoi? Non, si G prend F4, par exemple, G prend F4, fou prend F4, A3, fou C1, A2, fou B2, on arrive à stopper le pion pour l'instant. Bon. Et on a perdu un pion. Bon. Alors, sur GF4, est-ce que GF4, c'est une bonne réponse? Voyez, moi, je jouerais G4, échec plutôt. G4 avec le pion blanc, au lieu de prendre, on joue G3, G4, échec au roi noir. Donc, sur F4, G prend F4, on va jouer comment? Moi, je jouerais G3, G4, échec au roi noir. Pardon, sur le coup F4 des noirs. D'accord? Si on joue F4 donc, avec les noirs, quel est notre coup? Est-ce qu'on prend GF4? Est-ce qu'on joue G4? Ou autre chose? Moi, je serais tenté de jouer G4 pour repousser un peu le roi noir. D'accord? Peut-être aussi qu'on s'expose au sacrifice, ça il faut faire attention. Et sinon aussi, on doit comprendre que même si le roi s'en va, comment on va défendre le pion F3? Parce que le fou va être toujours capable d'attaquer le pion. Le fou de case blanche. Fou, donc noir. À mon avis, si les noirs jouent le coup F4, les blancs doivent jouer l'échange avec le pion H4. À mon avis, c'est le coup le plus simple. Ah, prendre H4. Oui. D'accord. Oui, mais peut-être que ça va suivre quelque chose de similaire. Il peut prendre déjà avec le roi. Hein. Il peut prendre avec le roi, le pion F3 reste une faiblesse. Ça reste une faiblesse. OK. Alors, on va revenir maintenant sur chess base et on va regarder cette position. Donc, effectivement, ici, il faut trouver le passage. C'est le seul moyen pour gagner la partie, c'est de trouver le passage ce côté-là. Évidemment, on ne peut pas tout échanger. Si on commence à échanger, par exemple, H prend G3, bah, on a quelque part, on perd un petit peu cette possibilité. Il faut toujours garder beaucoup de pions au maximum. Il ne faut pas échanger si on n'est pas obligé d'échanger. Et donc, pour trouver la clé ici, pour que un jour le roi noir puisse être activé, il est indispensable de gagner les cases blanches. Autrement dit, après le coup F4, maintenant pour les noirs, pour les blancs, c'est extrêmement difficile. S'il joue par exemple G4, on peut tout simplement reculer et on va chercher
on va jouer fou à 6, évidemment, et on va aussi passer avec le roi tout autour pour soutenir le pion A. Le roi blanc ne pourra jamais partir parce qu'on voit que le pion F3 est faible, le pion G4 aussi. Si un jour même on joue H3, ben, ce pion va devenir faible aussi, etc. Donc, les pions seront perdus. Alors, si on revient maintenant sur G prend F4, ce qui était joué, parce que la menace est, par exemple, F prend G3, et bien là, en fait, c'est la clé. Dans la stratégie, ce qu'il faut faire, c'est il faut pas seulement regarder des variantes comme ça, est-ce qu'on prend ou on ne prend pas, parce qu'on voit que avec un calcul rapide, on voit que si on prend F4, il va prendre F4 et il va revenir. Après, ça va être compliqué quand même, parce que le roi ne pourra jamais venir vraiment en F4, ouais, parce qu'il y aura toujours la possibilité d'échec. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse, c'est de voir, donc on a toujours dans l'idée, le fou seul ne peut pas gagner. Stratégiquement, on doit trouver le moyen pour jouer avec le roi noir. Et ouvrir la clé, c'est de jouer le coup G4. Parce que ce coup G4 va gagner les cases blanches. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il joue maintenant roi G2, fou F5. Vous voyez, c'est pas très compliqué de gagner les cases. Roi F2, prise. Maintenant, on menace prendre, roi G4. Hein. Prise, échec, et voyez, le roi est rentré. Maintenant, la situation a changé. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à faire. C'est quasiment Zugzwang ici. Hein, puisqu'on ne peut pas défendre le pion F4. Pire, hein. Et donc, il joue fou B2, on prend F4 maintenant, on revient, et on joue C6 pour conserver le pion sur la case blanche. Maintenant, tout est prêt, en fait, pour jouer, pour préparer maintenant le roi de partir de l'autre côté. Roi H1, parce que, vous voyez, c'est très compliqué. S'il joue fou B2, on va partir ici, et si le roi arrive, si le roi essaie de l'empêcher de partir, maintenant, on a la case F4, et on va venir après à E4, etc., et on va passer. Donc, en regardant cette position, il y a un problème de Zugzwang, et dans une bonne position, il abandonne parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Sur le roi H1, il va tout simplement sortir et il va arriver à la case E4. Une fois qu'il est arrivé à la case E4, tout est perdu. Donc, en fait, la clé de la stratégie des Noirs était sous l'idée de gagner les cases blanches. Voyez, pour pouvoir passer avec le roi. Et moi, j'ai parlé avec le joueur qui tenait les blancs. Ça, c'était une partie entre Kuraïtsa et Karpov. Kuraïtsa m'a dit, il était tellement content d'avoir une position qui lui semblait totalement nulle et qu'il n'a même pas regardé ce que Karpov prépare. Donc, vous voyez, c'est très important aussi d'être présent sur l'échiquier et d'être, même dans les positions qui semblent vraiment totalement nul, d'être très vigilant. Très bien, OK. Alors, regardons maintenant la troisième position. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Là, on a déjà deux pions passés noirs, mais est-ce que c'est suffisant? Vous voyez, le fou des blancs tient... Voilà, contre Shirov. Oui, oui, très bien, bravo. C'est une partie de Shirov contre Topalov. Et comment on va maintenant
activer, c'est ça la question qui est derrière tout. Et là, on va voir, certains appellent ça le coup le plus beau aux échecs. Et là, Shirov va trouver le moyen de gagner du temps pour activer le roi. Et toute la stratégie, elle sera derrière. Alors, comment on va faire ça? C'est pas du tout évident. Il faut être vraiment dans la partie. Et on peut imaginer tout ce que Shirov a tourné dans la tête pour trouver la solution. Donc, parce que Shirov, il avait vraiment envie de passer avec le roi, mais il fallait gagner en tempo. Et là, la solution est juste incroyable. Une petite idée? Je vois que certains, ils ont écrit. Ne regardez pas. Alors, donc, on a déjà vu les situations. On a vu la force des pions passer. Et ici, on cherche en fait la solution pratique pour trouver comment faire quelque chose, comment aller plus loin. Peut-être le sacrifice du fou en H3. C'est ça. Donc, en fait, c'est exactement ça l'idée. Regardons, qui est très difficile à voir. Déjà, pour avoir une idée dans la partie, on a peur. Et mais Shirov, évidemment, un joueur de tel calibre, il a su et il a osé. Et surtout, quand vous regardez dans les parties comme ça, il y a très peu de calculs. Mais c'est important de trouver l'idée. Et donc, il joue ici effectivement un coup incroyable, fou H3. On se demande, mais qu'est-ce que c'est ce coup? Et justement, toute l'idée derrière, c'est de gagner du temps. Il y a un tempo qui joue, un tempo qui est important. Donc, vous voyez aussi que le pion F6, à un moment donné, peut être perdu, mais ce pion n'est pas important. Parce que si, le jour où on prend ici, on aura deux pions H. Donc, il n'y aura plus de possibilité de créer un pion passé. Si on, par exemple, si on ne prend pas si on joue roi F2, ben, il va continuer comme ça. Et on a toujours le problème avec ce fou. C'est pour ça que c'était nécessaire de jouer ce coup. Et même sur ça, ben, on peut prendre maintenant le pion et partir avec le roi et la partie est gagnée. On va voir maintenant comment ça s'est passé dans la variante principale. Donc, dans la variante principale, je prends H3, roi F5, on voit que le roi rentre dans la position avec une force énorme. Roi F2, roi E4. Est-ce qu'on va maintenant prendre F6 ou pas? Donc, finalement, il a pris. Mais s'il joue roi E2, là, il y a A3. Et si, évidemment, encore, il ne peut pas prendre F6 parce que D4 et après, la promotion est rapide. Et sur ça, maintenant, soudainement, le fou est enfermé et ce pion F qu'on n'a pas voulu prendre va gagner la partie. Donc, revenons quelques coups. Après roi E4, il a pris F6. Et maintenant, évidemment, D4. Donc, c'est important, ce coup D4, il ferme la diagonale. Le pion A4 est super important. Fou E7, il est obligé de le tenir loin, parce que s'il joue roi E2, il y a A3, et le pion ne peut plus l'attraper. Donc, fou E7, roi D3. Donc, le coup
qui compte, et c'est pourquoi Shirov allait dans toute la variante. Jusqu'à là, il pouvait calculer. Ce coup, en fait, empêche le roi de s'opposer, le roi blanc, et le pion. En fait, les deux pions maintenant sont trop forts parce que le pion D aussi devient un pion passé soutenu. Et après, roi C5, roi C4, donc attaque, hein, fou 7, et là, évidemment, roi B3, menace de pousser, voyez, et abandon, parce que après roi B3, fou D4, il y a D3, et vous voyez comment le roi, il joue, le roi noir, il joue entre les deux pions, parce que maintenant, sur le roi E3, il va jouer ici, et sur fou D2, A3, et on ne peut pas arrêter les pions. Donc, on voit comment, dans quelle force ça donnait ce sacrifice, en fait, de fou qui a donné ce tempo incroyable, petit tempo, un tempo, qui était suffisant pour gagner la partie. Donc, juste incroyable. Ce sacrifice est tellement inattendu. Il est inattendu, il est inespéré. C'est que quand on rentre dedans et quand on se met à la place de Shirov, on aurait quasiment 99% des joueurs n'auraient jamais joué ce coup. Alors ça, je peux vous garantir. Et une question. Oui. Le roi noir ne pouvait donc pas passer sans le sacrifice du fou, alors? Non, il ne pouvait Ça, pas. le roi Donc, noir ne si pouvait on pas passer. revient, regardez, si on revient ici, si par exemple on avait joué, imaginons fou E4, fou E4, roi F2, roi F5, G3, on n'a plus de possibilité de passer. Oui, moi je pensais à passer par les colonnes D, C. Non, c'est pas possible. Puis Oui, B. oui, mais en fait, ce que les blancs font, c'est ils vont placer les pions G3, H4 et après, le roi, il va être centralisé. C'est très difficile de passer. Voilà. Donc, en fait, on n'a pas de possibilité de... Ou même si on joue A3 tout de suite, roi F2, et c'est plus pareil. Voilà. A2, roi E3, fou E4, G3, c'est la forteresse en fait. La forteresse. On n'a pas de possibilité de passer. Donc c'est ce coup incroyable fou H3 qui change la donne. Ça, c'est ça qui compte. Très bien. Alors, revenons maintenant sur notre diaporama. Et là, on va regarder une position différente. Regardez ça. Le dernier coup des noirs était H6. On regardera la partie en entier. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez même imaginer quelle était l'ouverture, par exemple? Quelle ouverture? Une sicilienne Rossolimo. Ah, très bien, bravo. Bravo. Alors, maintenant qu'on a vu ça, les blancs cherchent un plan. Dernier coup, c'était H6 pour empêcher en fait cavalier G5 et attaque au fou. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ici? Cavalier D, C4. Cavalier? Cavalier D2, C4. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, on peut imaginer après, éventuellement, la prise en C4. Ça donne ce que ça donne. Mais c'est vrai aussi qu'après, les noirs sont prêts peut-être de ramener le cavalier, de jouer cavalier D7, cavalier F8, cavalier 6. Voilà, c'est pas si... c'est peut-être pas le bon moment pour jouer ça. Mais c'est une possibilité. Tout à fait. Alors,
pour ne pas tarder trop, peut-être encore une ou deux idées pour voir qu'est-ce que On essaie de taper sur C5, mais peut être Oui, protégé on a par envie de B6. taper sur les deux, sur C5 et sur le 5. Tout à Oui, fait. c'est vrai. Oui, cavalier E5, non, ça ne marche pas parce qu'on prend, faut prendre 5. Les blancs peuvent peut-être sacrifier un pion en jouant B4. En jouant D4. B4, B4. B4. Bah oui, mais ça coûte un pion. C'est pas. Mais après, on joue D4 au prochain coup. Bah, on prend. Après, il faut prouver que ça fonctionne. C'est une idée. C'est une idée. On peut essayer de stabiliser le pion C5 en jouant A5 et dans le but d'attaquer C5 avec une batterie fou A3, dame E3. Ouais, compliqué, compliqué. D'accord. Très bien. Vous avez des idées. C'est très bien. Alors, donc, on va aller sur Chessbase pour un petit peu inspecter ça. Mais cette fois, on va regarder la partie. Donc, ça commence effectivement avec E4, C5, cavalier F3, cavalier C6 et Rossolimo. E6, prise. Là, il y a des possibilités. BC aussi. Là, c'était joué DC. Et là, roc. Cavalier F6, D3, dame C7, P3, E5, fou B2, fou D6. Cavalier BD2, fou E6, A4 et H6. Et là, les blancs, ils ont une idée. Vous voyez, c'est important de, quelque part, d'oser. Évidemment, il y a d'autres coups possibles dans la position. Il y a plein de plans éventuels. Mais quand on joue une partie, il faut chercher les idées. Effectivement, cavalier C4, ça ne lui a pas plu parce que peut-être prise, bon, voilà, ça provoque encore une position qui n'est pas très claire. En fait, on est dans une situation où on doit faire des bons choix. Et les blancs imaginent un plan. Et ce plan commence avec un coup que peu de joueurs auraient joué. Donc, ils jouent, regardez bien, tour à 2. Alors, pourquoi tour à 2? Oui, tout à fait. Donc, ça laisse la possibilité de jouer dame à 1 et de monter la pression. Et après, cavalier D7, dame à 1, G5. OK? Et là, encore, on cherche un plan. Cavalier C4. Donc maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe sur fou prend C4? Est-ce qu'il y a la prise avec le pion D ou avec le pion B? Donc ça reste à voir. Mais c'est vrai que maintenant, il y a une différence. Vous voyez, avec le coup G5, la case, si on donne le fou, les cases blanches sont extrêmement faibles. Donc, on peut imaginer qu'un jour, il y aura un cavalier qui va venir tout simplement en F5. Et c'est pour ça que cavalier C4 maintenant. Donc, F6 pour défendre. Et là, regardez le coup. Ça, c'est en fait le coup qui est assez logique. Vous pouvez le deviner. C'est toujours dans la même idée, un petit peu. Parce qu'on veut faire jouer les pièces. D'accord? On cherche pour les pièces des
cavalier F2, FD2. Pourquoi? Ok, ça c'est une possibilité. Mais avant de jouer cavalier FD2, peut-être autre chose. Donc l'idée, c'est d'avoir, on cherche des voies de communication. Hein. x3, c'est une idée. Mais avant de jouer x3, il joue le coup, regardez bien, à 5. Donc ce coup est important. Ce coup est important parce que maintenant, déjà, les coups comme B5 et tout ça, ça ne va pas. Et on gagne maintenant aussi l'action pour la tour. H5, cavalier E3. Comme ça, s'il joue G4, il peut jouer cavalier H4, il peut s'installer bien à F5. Cavalier F8. Et là, quand cavalier est parti là-bas, il y a moins de danger et on peut avoir des idées supplémentaires. Hop, qu'est-ce qu'il joue? Tour E1, donc coup normal. Les cavaliers gagnent les possibilités de mieux travailler. Dame D7. Et maintenant, tour A4. Voyez, avant de jouer fou A3 et le plan qu'il a à l'idée, il joue d'abord tour A4. Donc, un jeu qui est très prévoyant en fait. Même si la tour a beaucoup joué jusqu'à présent, en fait, il a joué tour A2 à un moment donné, il joue à nouveau parce qu'il a prévu, il voit très loin, il veut aussi que tout soit protégé et là, il voit des possibilités pour la tour. Quelle est l'idée générale maintenant avec tour A4? Le roi est resté au centre. À un moment donné, il faut ouvrir au centre, donc jouer un truc comme C3D4 pour tout ouvrir. Donc, C3D4 peut-être, mais regardez la faiblesse. Quelle est la faiblesse la plus évidente? Ah oui, B3, ouais, mince. Non, non, mais surtout la faiblesse chez les Noirs, c'est laquelle? Oui, B3, on ne peut pas prendre, on ne peut pas jouer C3 maintenant. Mais quelle est la faiblesse chez les Noirs? Le pion E5? Le pion E5 est quand même soutenu, plus ou moins, mais C5. Le pion F6, mais il est inaccessible. Oui, donc C5. C5 qui est défendu qu'avec... donc la tour est mieux placée en A4 qu'en A2, et ça nous donne déjà quelques idées. Donc cavalier G6, fou A3, G4, donc maintenant le cavalier est obligé de partir, cavalier D2, tour G8, dame C3, menace le pion, dame 7 et G3 pour empêcher le cavalier de sauter là où il veut. Alors, quoi faire? Cavalier F8, cavalier F5, voilà. Très bon coup. Et là, on est obligé quelque part de prendre, parce que sinon, cavalier D6, on perd le pion. Prise, et on a gagné maintenant la case 4, et on a une position. Vous voyez aussi le cavalier F8, maintenant il est beaucoup moins bien comme avant, qu'avant. Et qu'est-ce qu'il joue? Il joue cavalier D7 pour mieux protéger. Cavalier 4, c'est, on peut dire, la case royale. Grand roc. C'est on peut dire une solution difficile, mais de l'autre côté, il ne pouvait pas imaginer ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment il va continuer? Donc, il va préparer son plan naturel. Il joue là où il se trouve maintenant toute la perspective. Il y a le cavalier qui est super fort. Le fou en D6, il ne peut pas bouger. Cavalier D7 non plus. Donc, exact, c'est bien écrit. On va maintenant se concentrer vers le coup B4. Donc, il joue
le coup, tour B1. Tour B1, roi C7, donc il faut essayer de se réorganiser. Et maintenant, regardez dans une position idéale comment il va chercher la solution. B4, prise, et là, regardez le coup. C'est quoi le coup? B4, là. Comment? Vous jouez tour A, prend B4. Tour A prend B4, excellent. Voilà, parce c'est ça. qu'il y a pression sur B7 et oui, parce qu'il y a la pression partout. Il est obligé, à cause de cavalier D6, il est obligé de prendre. Ouais. Et quand il prend, maintenant il y a fou prend. Jouer C5, ça n'a pas de sens. Donc il bouge la dame, échec, roi C8 et A6. Très difficile. Cavalier B6, dame C5. Donc là, c'est déjà, il y a une attaque. Qu'est-ce qui menace avec dame C5? Évidemment, il ne pouvait pas jouer cavalier C5 parce que tour D6. Mais là, menace exact, tour B6. Tour B6, et après, il y a plein de possibilités. Donc, dame D5, et encore, surprise, exact, tour D B6. Ah oui, oui, effectivement. Alors, maintenant, dame C5. S'il avait pris AB6, il prend B6, vous voyez, menace mat, et sur tour D7, A7, fini. Et sur, évidemment, il ne peut pas jouer non plus tour D6 parce qu'il va y avoir dame B7 avec A7, c'est juste terrible. Donc, après, il joue dame C5. Alors, quoi faire? Il joue le coup cavalier C5. Donc, encore une fois, sur AB6, il y a A7. Et maintenant, il est obligé de jouer quelque chose. Il joue tour D6. Maintenant, on peut gagner du matériel après B7. Mais maintenant, après tour D8, par exemple, il faut gérer cette situation où il y a le pion A qui s'en va. Il va être très précis. Donc, pour éviter les complications, les Blancs jouent quelque chose de plus simple. Donc, ils jouent le coup tour prend B7. Soudainement, ils ont une qualité de moins, mais est-ce que la position est moins bonne ou meilleure? On voit donc la faiblesse à 7, on voit le motif tour G8, et on voit cavalier C5 toujours comme un monstre. Donc, il est obligé d'attaquer le monstre. Maintenant, tour prend. On est obligé de prendre C5. Si on joue roi B8, il y a tour B7, par exemple. Tour B7, on ne peut pas jouer roi C8 à cause de A7. Et sur roi A8, cavalier ici. Et là, on rentre dans une position vraiment sans espoir. Donc, il joue sur tour C5, échec, on prend ici, on voit que les pions vont tomber. Et lequel pion on va chercher en premier? Quel pion est le plus important? Donc, roi B6, c'est obligé. Hein? Quel? F6, exact. Donc, il va chercher maintenant F6, qui est faible. Et après quelques coups, en fait, on voit que le pion F, évidemment, on va ne va pas permettre H3 avec les menaces de mat. Donc, prise et là, abandon parce que on ne peut pas empêcher. Mais même si on avait joué différemment,
après tour et fuite, il n'y a plus de possibilité d'arrêter ce pion comme il faut. Non. Même ici, c'est pareil. Même si on ne donne pas les pions, on n'a pas de solution. Très bien. Donc là, on avait vu dans cette position un plan qui était imaginé d'une manière différente, où on avait cette possibilité d'aller beaucoup plus loin. Quand on joue des positions comme ça, quand on regarde, quelle que soit la complexité de la position, il y a toujours quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Il y a une pensée qui nous permet en fait d'aller plus loin, de voir ce qui se passe et comment, c'est-à-dire les idées qu'on peut chercher derrière et où on peut trouver des solutions inattendues, mais les solutions stratégiques. Donc la pensée stratégique nous permet en fait de regarder la position autrement. Ce n'est pas forcément qu'on va beaucoup calculer, même si le calcul reste quelque chose d'important, ça reste important. On ne peut pas le sous-estimer. Il y a des moments où on est obligé d'avoir un minimum. Mais si on regarde la situation autrement, on voit des solutions. Donc, regardons maintenant ici comment on peut réfléchir différemment. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer d'une manière différente, c'est-à-dire au lieu de jouer coup par coup, de jouer d'une manière visionnaire, de manière stratégique. Ce qui est important, c'est de savoir que pour y arriver, il faut donc passer un parcours, il faut trouver des solutions et trouver comment gérer même des positions les plus complexes. Alors, ce qui est en fait à comprendre, c'est ce qui est un peu caché. C'est-à-dire la stratégie inclut aussi la tactique. Ça, c'est ce qu'on oublie de dire. Et aussi le jeu positionnel. Là, il s'agit, comme vous voyez sur le schéma, d'un moyen stratégique. C'est très important. Donc, c'est dans une partie, c'est entremêlé, mais si on arrive à réfléchir d'une manière plus claire, notre résultat s'améliore. Donc, comment on peut mettre la stratégie au cœur de notre réflexion? Donc là, ce que je vous propose, c'est une formation de 7 mois qui est basée sur le coaching et qui a quelque part l'idée derrière de faire un déclic stratégique. En fait, de commencer à penser dans n'importe quelle position d'une manière stratégique. Alors, ici, dans cette on peut dire, réflexion stratégique, on doit trouver des solutions. On doit trouver comment faire. Alors, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, il y a un parcours qui a 7 étapes. Et chaque mois, on rentre dans une logique de traiter un sujet et de le traiter d'une manière particulière. C'est-à-dire, on aborde un sujet et après, on a des séances de coaching. Ce qui est important, c'est comment vous allez vous-même
rentrer dans le sujet. Est-ce que vous êtes engagé complètement dedans et est-ce que vous participez avec votre activité? C'est-à-dire, est-ce que vraiment vous cherchez des solutions? Ça, c'est très important. Si vous participez, ce qui est très, très important aussi, c'est qu'on travaille avec une plateforme sur laquelle vous avez les enregistrements des séances et dans lequel vous avez aussi le matériel échiquier. Donc, ce matériel échiquier vous donne les possibilités de travailler ce que vous avez déjà vu pendant les séances. Vous avez la possibilité de poser les questions. Ça, c'est très important. Et ça vous donne en fait des solutions qui sont derrière. C'est-à-dire les solutions qu'on discute et qu'on approfondit pendant nos séances. Vous pouvez également profiter pour discuter les sujets qui apparaissent dans vos parties, c'est-à-dire par rapport à certains types de positions et par rapport au sujet qu'on traite. Donc, ça nous donne énormément de possibilités d'aller au fond des choses. Donc, quand on regarde le parcours qui a 7 étapes, donc pendant 7 mois, chaque fois, on aborde un sujet. Donc, pour chaque sujet, en fait, nous amène de plus en plus vers une compréhension plus profonde de la stratégie. Ça nous aide, en fait, de savoir comment il faut traiter telle ou telle position. Quand on aborde, par exemple, les notions de base, on doit savoir tout ce qui est lié à notre pensée stratégique. C'est-à-dire, on va évidemment parler de la tactique et du jeu positionnel qui font quelque part le fond des outils stratégiques, mais aussi on aborde ce qui est la méthodologie d'analyse de la position. Et également, on doit, dans ce travail-là, se rendre compte quels sont les éléments de la position. Qu'est-ce qui compte dans une situation? On doit aussi penser à notre technique de jeu. Donc, ça nous permet en fait d'améliorer notre jeu sur tous les éléments. Donc, quand on a travaillé sur les notions de base, on a des outils pour progresser. Ensuite, on travaille sur des positions. Par exemple, on aborde la structure centrale de pion, comment on traite le contrôle et occupation de l'espace central. Ça, c'est une question importante. Et souvent, les joueurs se rendent compte qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'avantage qu'ils possèdent dans une partie. Donc, à travers de ce travail, ils commencent à comprendre petit à petit, à travers les analyses et à travers la discussion, ce qui est le contrôle et l'occupation. Également, ce qui est l'activité des pièces. Parce que l'activité des pièces, on le dit comme ça, mais en fait, on doit comprendre quel est le vrai sujet derrière. Donc, l'activité des pièces, en fait, il s'agit de comprendre la notion de mobilité. Et la mobilité, c'est quelque chose qui est
c'est une notion qui est beaucoup plus opérationnelle que l'activité des pièces. Ça donne une image beaucoup plus importante. Parce que si on se pose la question centrale, qu'est-ce qu'on veut obtenir avec la stratégie? Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce qu'on veut obtenir avec la stratégie? C'est ça qui est en fait qui sort de la discussion, parce que on se pose la question, mais pourquoi la stratégie? Pourquoi on ne peut pas attaquer à tout va? Qu'est-ce qui nous empêche? Si on aime le jeu combinatoire, qu'est-ce qui nous empêche? Quel est l'objectif de la stratégie? Pourquoi, par exemple, Kasparov, il a cessé à un moment donné, surtout après le premier match contre Karpov, pourquoi il a cessé de jouer d'une manière hyper agressive? Qu'est-ce qu'il a appris dans ce match? Oui, ça, c'est les questions qui sont essentielles. Il aurait pu perdre ce match 6-0, hein, avec le nul, hein, pas 6-0 comme Fischer avait battu Taimanov et Larsen. Mais 6-0, il était mené 5-0 avec tant de nuls. Parce qu'il n'arrivait pas à passer contre un joueur qui maîtrise la défense comme Karpov. Et donc Kasparov était obligé quelque part de revoir sa manière de jouer. Et il s'est tourné vers une pensée beaucoup plus stratégique. Donc, ça c'est donc le deuxième point. Juste pour répondre à la question, la stratégie nous mène à l'avantage. Parce que c'est seulement si on a l'avantage qu'on est quelque part, on a des moyens d'attaquer avec la réussite. Autrement dit, les attaques prématurées, on avait vu, et aujourd'hui, avec les joueurs qui se défendent mieux qu'avant, ça passe beaucoup plus difficilement. Donc, la stratégie cherche à obtenir l'avantage. Et c'est à travers de ce jeu stratégique qu'on peut avoir la possibilité d'attaquer. Par contre, évidemment, il faut avoir un beau centre, ça ne suffit pas si on ne sait pas quoi faire avec. Donc, il faut savoir aussi utiliser les moyens qu'on a à notre disposition. On va en parler. Donc, ensuite, quand on regarde une position, il s'agit d'apprendre à identifier les priorités et définir l'objectif. C'est essentiel. Et identifier les priorités, on oublie très souvent. On est porté par des choses qui sont souvent beaucoup moins importantes. Donc, les priorités comptent. Priorité, c'est pour ça que c'est les priorités, parce qu'ils comptent. Ils comptent plus que les autres choses. Donc, quand on arrive à identifier les priorités, on peut définir l'objectif. Donc, il s'agit d'analyser les éléments clés de la position, d'identifier des éléments prioritaires et les exigences de la position. Donc, il y a des choses qui comptent plus et qu'on doit penser à ça. Parfois, on est obligé de donner du matériel pour ça. Et finalement, de définir l'objectif stratégique de notre jeu. C'est très, très important. Ensuite, faire les choix et élaborer le plan stratégique. Faire les choix, c'est-à-dire ça implique
un processus de prise de décision. C'est un processus qui est permanent. C'est un processus qui nous donne des possibilités de faire, en fait, ça nous donne aussi la possibilité de créer quelque part, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit explorer chez nous-mêmes, comprendre comment on prend les choix. Et quand, dans ce processus de prise de décision, on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc, c'est important de voir quelles sont les possibilités, quels sont les choix, et finalement, quel sera notre plan stratégique. Donc, c'est essentiel et il faut pouvoir mener ça à bien. Ensuite, donc, il y a des étapes opérationnelles où on passe à l'action, où il faut aller entre le calcul et évaluation. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours l'évaluation qui doit être à la fin, qui doit nous dire est-ce qu'il faut aller ou non dans cette direction. On doit vérifier nos décisions et on doit y aller. C'est-à-dire, souvent, il y a on peut dire beaucoup de doutes en nous-mêmes, doute de pouvoir avancer, doute de pouvoir faire des choses et en fait de s'engager, de risquer. Voilà. Et risque, évidemment, est quelque chose de mesuré. Donc, on doit chercher des solutions et chercher à trouver comment avancer. Donc, passer à l'action, ça compte. Ensuite, garder le cap et s'adapter au changement. Parce que dans une partie, il y a beaucoup de choses et beaucoup de questions qu'on se pose déjà. Est-ce qu'il faut attaquer, se défendre, passer en finale, modifier la structure, changer quelque chose, donc échanger des pièces qui comptent, etc. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et quand je dis s'adapter au changement, c'est que au cours de la partie, il y a des changements, il y a des choses imprévues qui arrivent et qu'on doit gérer sur le champ. On doit s'adapter, trouver des solutions. Donc, quand on trouve, quand on commence à observer, garder le cap, c'est la stratégie. C'est-à-dire de toujours penser à ce qui était nos idées stratégiques dans telle ou telle position. Parce que la stratégie nous donne certains, on peut dire, directions, donc une vision, comment y aller, mais parfois même à cause de mauvais jeu de l'adversaire, on doit s'adapter au changement. Il y a, et ça c'est aussi psychologiquement quelque chose qui compte, parce que les changements apportent aussi, on peut dire, ça peut aller jusqu'à un choc psychologique. Hein. Ça peut être un malaise léger, on peut dire léger, hein, et avoir vraiment un choc et se perdre dans la partie, complètement perdre le cap. Et finalement, rester aligné sur son intuition et son style. Et quand on parle de ça, on parle qu'on doit rester stratège, malgré tout, quelle que soit la situation, rester stratège et agir comme un stratège. Pas perdre, on peut dire, on peut dire sa vision, son voie, son chemin. Donc, il faut rester stratège. Rester fidèle à soi-même. Quand on dit ça, on parle de notre, on peut dire, de notre style, de notre caractère, notre tempérament, parce que c'est ça qui compte. Ça compte énormément. On doit rester nous-mêmes, quelque part.
Et rester nous-mêmes, ça se voit aussi à travers le répertoire, parce que la cohérence de répertoire compte, et le répertoire est en fait quelque part un reflet de nous-mêmes, comment on est et comment on s'y prend dans telle ou telle situation. Donc, on doit garder cette cohérence et cette cohérence est en fait stratégique. Mais elle est stratégique aussi parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Et finalement, ça nous amène aussi de choisir les positions qui nous conviennent et d'éviter les positions qui ne nous conviennent pas. C'est très important et c'est ça qui nous donne en fait des solutions. Donc, quand on a fait tout ce trajet-là, ben, on arrive donc à notre question. Voilà, cette formation va commencer en septembre. Pour vous, ce soir, donc, vous avez quelque part un bonus aussi, et vous avez aussi des possibilités pour s'inscrire. Donc, le bonus, ça va être en vidéo, en fait, pédagogique avec Capon. Et donc, vous avez on peut dire, cette formation qui commence le 6 septembre et qui va être pendant donc 4 fois par mois, sauf donc il y aura autour des vacances de Noël, il y aura un espace libre. Ça, c'est le prix qui est proposé ce soir et il y a des possibilités de paiement en 3 fois. Voilà. Pour d'autres types de paiement, vous pouvez évidemment poser la question à Olibris. Vous pouvez écrire à Karel ici présente. Et voilà, maintenant on est aux questions. Est-ce que vous voulez poser des questions sur cette formation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait savoir plus? Donc, vous pouvez trouver évidemment le lien d'inscription sur Olibris. Vous allez sur le site d'Olibris, vous pouvez donc profiter de cette formation. Cette formation est donc assez soutenue. Si vous êtes motivé, si vous avez envie vraiment de changer votre vision stratégique, de devenir stratège et d'avancer, évidemment, c'est quelque chose qui est, c'est une opportunité. C'est quelque chose qui peut vous permettre donc d'avancer au fil des mois à travers ce coaching qui est assez soutenu. Et quel est le niveau qu'il faut avoir pour que ce soit profitable? Ben, en fait, pour la stratégie, quelque part, il n'y a pas de niveau. Après, si vous êtes dans une fourchette, imaginons, disons, si quelqu'un est vraiment débutant, je ne le proposerai pas. Mais pour tous ces joueurs qui font la compétition, qui jouent les tournois, même si c'est de temps en temps, ben, je pense que c'est un bon moment et c'est gérable. C'est-à-dire, on s'adapte au niveau. Quand on parle de la stratégie, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, si c'est bien expliqué. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau. Je ne dirais pas que les joueurs de 1000 Elo n'ont pas un petit peu de problème,
Mais pour le reste, on s'adapte et je pense que beaucoup de joueurs qui ont des niveaux très différents ont pu suivre cette formation sans problème. Parce que la stratégie, c'est un langage et c'est une manière de penser que tout le monde peut comprendre. Il faut évidemment un certain niveau technique. Il faut aussi qu'on soit motivé parce que ça va nous prendre du temps. Ça va nous inviter d'assister quelque part. Mais de l'autre côté, bon côté, c'est que si voilà, tel ou tel jour ou telle semaine, on n'est pas là, eh bien, il y a l'enregistrement. Donc, vous avez l'accès à l'enregistrement sur sur la plateforme et tous les contenus qui ont été traités. Donc, PowerPoint, les parties qui ont été jouées, etc., etc. Et évidemment, vous êtes dans une logique d'échange avec les autres. Et c'est ça aussi quelque chose qu'on a trouvé. On appelle ça l'intelligence de groupe parce que c'est quelque chose, moi je suis chaque fois émerveillé de voir à quel point ça apporte des choses. On a des questions, on a une discussion et on arrive à des solutions et des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues autrement. Donc c'est une très bonne chose c'est une bonne opportunité de s'engager et d'aller plus loin. Voilà. Donc, peu importe le niveau est, même si vous êtes à un niveau plus élevé, il n'y a pas de problème. Même, donc, dans tous les niveaux, on gère pratiquement. Si vous êtes le joueur de club, hein, de compétition, il n'y a pas de problème. D'autres questions? Alors, il y a peut-être d'autres questions? Quel peut être, donc vous avez bien compris un petit peu le contenu, la manière dont on travaille dedans. Ce qui compte, c'est aussi que dans une formation comme ça vous amène en fait, ça vous motive au fil de temps, ça vous motive d'aller plus loin, voyez, d'aller de vous poser des objectifs par rapport à votre jeu, de vous poser la question comment vous pouvez améliorer tel ou tel aspect de votre jeu. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qui compte. Voilà, alors, s'il y a d'autres questions, sinon je vais vous montrer une autre partie pour le bonus, qui va être intéressante aussi. Alors, regardez bien. Donc, ici, on va regarder comment ça se passe. Vous allez me répondre. Donc, est-ce que vous connaissez cette ouverture déjà? Est-ce que quelqu'un connaît l'ouverture? Pirc, peut-être? Non, parce qu'il y a le pion C4. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Quand vous analysez la position, voilà, c'est vieille indienne, bien écrit. Donc, vieille indienne, la différence, c'est que le fou noir est un E7, il n'est pas un G7. Autrement dit, ça serait une Est-indienne. Voilà. Et par rapport à la pirque, le pion dans le pirque est en C2 au lieu de C4. Donc, avec le dernier coup,
blancs veulent jouer B4 et faire, en fait, prendre l'espace. Donc, tour 8. Maintenant, B4 est possible, mais dans ce cas-là, il faut compter sur la prise en D4. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt. Et après D5, maintenant, donc, comme la tour est maintenant à E8, D5 paraît bien. Et cavalier C5, attaque E4, dame C2. Donc, les blancs, quelque part, protègent le centre et veulent surtout jouer B4 pour prendre l'espace. On doit savoir ce qu'on fait avec l'espace et on doit savoir aussi qu'est-ce qu'on fait sans l'espace. Donc, les noirs, maintenant, ont pris, parce que comme la dame est maintenant en C2, ça serait intéressant de, à un moment donné, placer la tour en C8. Et maintenant, fou G4. Fou G4 qui libère la colonne et que ça pose un certain problème aux blancs. Donc, les blancs profitent maintenant tout de suite pour jouer B4. Et après cavalier D7, H3 pour poser la question au fou, où est-ce qu'il va aller. OK. Fou F3, ça donnerait paire de fou. C'est pas très bien dans cette situation parce qu'il y aura plus de jeu sur l'aile roi. Et sur l'aile dame, bah, les blancs sont quand même, ils ont l'espace, ils sont mieux. Donc, fou H5. Quoi faire maintenant? Donc, fou E3 pour pouvoir engager les tours sur la colonne. Dame C7. Donc, dame C7 qui pose des premières questions. C'est-à-dire, il faut penser au pion E4, qui est un petit peu, c'est un problème. Donc, tour FC1 pour consolider, tour FC8, et après dame D3, dame D8. Donc, on voit que les deux adversaires ont quelque part terminé le développement, engagé leurs pièces, et maintenant, on se pose la question de plan. Alors, vu la situation, qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant comme plan pour les blancs? Donc, les blancs maintenant cherchent quelque part à exploiter la situation. Donc, ils cherchent s'ils peuvent. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans une situation pareille? Pas de proposition? Vous savez, dans une position comme ça, on peut toujours chercher l'espace. On peut aussi chercher à échanger des pièces. Par exemple, le cavalier D2 pose la question, est-ce qu'on va échanger les fous? Parce que si on échange les fous, ça serait peut-être plus facile d'exploiter la position sur l'aile dame, où les blancs, ils ont plus d'espace. Fou G6. Donc, un coup comme ça est toujours une question importante. Par exemple, ça permet aux blancs évidemment, les blancs peuvent jouer F3, oui, à tout moment, mais les noirs aussi peuvent penser à jouer cavalier H5, par exemple, et de commencer le jeu sur l'aile roi. Donc, il joue G4. Vous voyez, ça, c'était pour empêcher cavalier H5. Et après cavalier B6, maintenant, il joue F3. Mais, en fait, là, c'était une opportunité de jouer le coup A4 et d'engager le jeu de ce côté-là. Donc, ça, c'était un coup qui était beaucoup plus fort. Et là, les blancs ratent ce coup. Ils jouent F3. Maintenant, cavalier D7. Et on voit déjà un petit peu comment, quel peut être le plan des noirs. Vous voyez, le plan des noirs va aller dans quelle direction? Est-ce que vous avez une idée?
quand vous regardez la structure de pion. Dans quelle direction? Donc, la structure de pion nous dit quelque chose. OK, on peut jouer A5, mais dans ce cas-là, on s'engage on ouvre la position. Le pion H3, il est faible. On peut essayer de taper en jouant H5. H5, ça fait partie de ce qu'il faut jouer, mais au fond, est-ce que vous voyez les faiblesses autour de... C'est les cases noires qui ont été... oui, les cases noires, oui, c'est ça. Donc, fou G5, fou F4. Donc, le plan, ça va être fou G5. Alors, les blancs maintenant s'engagent, ils veulent empêcher ce plan pour l'instant. Donc, il y a A6 et cavalier vient maintenant à A3. Donc, l'idée, c'est de venir en C4. Et ce fou G5, évidemment, maintenant, la bonne idée, c'était quand même de cavalier DC4, tant que le fou est parti de jouer sur les faiblesses, de maintenir la situation. Et là, il rate, il joue cavalier B3. C'est pas, on ne voit pas le gros problème quand même. Mais ce coup, il est moins bien. Et après l'échange d'une tour, il y a fou F4. Donc l'idée, c'est quand même, si on prend F4, il y aura la diagonale et la case 5 pour les noirs. Donc ça donne un petit peu l'idée. Et évidemment, il y a dame H4 comme danger. Alors, quoi faire? Ici, les blancs jouent fou et roi G2. Et ça, c'était pas très bon. Il fallait jouer certainement fou F4 et dame D2 pour essayer et après, par exemple, dame F6, d'essayer de ramener les cavaliers et de construire un jeu autour de ça. Donc, autour de pion F4, évidemment, et la case D4 qui est devenue disponible. Donc, ça, c'était une idée. Par contre, dans la partie, il joue roi G2, et après, c'est ça que je voudrais vous poser la question. En fait, on découvre que ce coup roi G2 donne la possibilité aux noirs d'exploiter donc le moment tactique. D'accord? Et c'est justement le coup cavalier prend D5. Donc le pion E4 est cloué. Si on joue dame D5, évidemment, il y aura fou E3. Mais quoi d'autre? On n'a pas beaucoup de choix. Donc, dame D5, fou E3. Et maintenant, il y a le pion D6, il y a la tour qui est attaquée. Donc, d'abord, tour ici. Et là, il fallait trouver la bonne réponse. Là, les noirs, ils se sont un peu emmêlés. Quelle serait ici la bonne réponse? Cavalier F6 ou cavalier B6 pour protéger pion D6. Ça, c'est une idée, mais après, il prend B7. Hein. Il prend B7. Ah oui, c'est vrai. L'autre option, c'est de jouer fou F4 en vue de dame H4. Oui, voilà. Ça, c'était la bonne chose, parce que sur fou F4, quasiment, on n'a pas de bonnes réponses. Dame H4 est très, très fort comme réplique. Par exemple, sur dame D6, il peut jouer le coup H5. Comme ça, il n'y a plus de problème au niveau de roi. Et maintenant, dame H4 est quasiment imparable. Donc, ça, c'était la possibilité. Mais dans la partie, il n'a pas joué ça. Vous savez, la partie, toujours, on peut dire, ce n'est pas l'ordinateur qui joue, hein, c'est l'être humain. Donc, il joue fou A7, qui est moins bon. Et après, dans B7, voilà, maintenant, il faut trouver les solutions. Il joue cavalier F8, cavalier C1. Et là, au lieu de cavalier C1, il fallait jouer certainement autre chose, mais surtout pas cavalier C1. Parce qu'après cavalier C1, fou D4, donc vous voyez, le fou arrive avec le tempo,
tour C4, cavalier E6. Et soudainement, vous voyez que les cases sont extrêmement faibles. Donc, cavalier C2, tour B8, dame A6, fou B6, tour C6. Et maintenant, évidemment, un coup très très fort, D5. Cavalier F4, c'est bon aussi. Maintenant, évidemment, si on prend cavalier F4, et on peut tout prendre, D5, etc. Et après la prise cavalier F4, il fallait évidemment jouer peut-être ailleurs, mais c'est très joli ce qui va se passer. Il joue roi G3 au lieu de roi F1. Mais roi F1, c'est, vous savez, après il y a fou C2 et la position est perdante. Hein. Fou C2, ouais, on peut prendre ici et cavalier D5. Hein. Donc ça ne va pas, ça va perdre. Mais ce qui s'est passé dans la partie, regardez bien, roi G3. Alors, vous avez une idée? Dame H4, échec. Oui, bravo. Dame H4, échec. Voilà. Et abandon parce qu'on ne peut pas éviter mat. Fou F2, hein? Voilà, roi H4, fou F2, roi G5, H4, fou F2, roi G5. On a maintenant soit cavalier H3. Ah oui, je n'avais pas vu. Soit H6. H6, j'ai vu H6, ouais. Voilà. C'est joli, là. C'est joli, hein? Voilà, donc quelque part, un combat, ça peut être compliqué, mais ce qui compte, c'est vraiment de regarder les détails. Bon, on peut dire, voilà, il aurait pu gagner avec fou F4, mais s'il n'avait pas, s'il avait joué fou F4, il n'aurait pas ce mat non plus. Donc, ça fait partie de notre on peut dire jeu. Voilà, j'ai une question, Darko, j'ai une petite question par rapport à cette position au début, quand tu joues, quand il joue H3. Ah, sur la position? Ouais, au tout début, quand H3, vous dites effectivement, il faut garder le fou blanc parce que, il faut garder le fou blanc, H3, fou gêne. Sur H3, voilà. Garder le fou blanc parce qu'il peut servir, etc. Moi, dans ce genre de position, on me dit les pièces noires n'ont pas beaucoup d'espace, donc il faut au moins changer une à deux pièces noires. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les structures comme ça, le fou de case blanche est très utile parce que c'est le fou qui est à opposé de la position. Normalement, on préfère le garder ailleurs. Hein, il y a d'autres types de positions. Ça vaut le coup explorer en fait les possibilités dans une position comme ça. Mais le plan qu'il a fait, il ne veut pas prendre en fait s'il prend, il y a après fou F3, les noirs n'ont aucun jeu de l'autre côté. C'est ça le problème. Ils sont obligés de se défendre. Mais si vous voulez, le fou après G4 et puis la suite G6, il y a eu des tactiques sur E4 avec D5, mais en réalité, si les blancs jouent bien, ce fou, il joue jamais en fait. Je suis d'accord. C'est-à-dire, ce fou, il doit trouver sa raison d'être. Mais de l'autre côté, pour éviter cavalier H5, ça aussi, c'est un problème. Non, mais G4 est tout à fait bien, puisque en fait, ça réduit encore plus l'espace. Oui, je suis d'accord. G4, ça. Mais après, dans la pratique, il y a des possibilités comme ça. Et ça fait un contre-jeu qui est peut-être pas suffisant, hein, mais qui existe quand même. Voilà. Donc, avec un bon jeu, certainement, par exemple, avec le coup, même avant, au lieu de F3, s'il joue A4. Le fameux A4, oui, qui est standard. Très, très puissant. Ouais. D'autant plus que le coup A5 ne marche pas ici. Et donc, on va jouer A5 et on aura vraiment pris l'espace. Ouais.
Là, on aurait pris l'espace et les blancs sont mieux, incontestablement. Ouais. Donc, c'est un jeu qui doit être bien mesuré et bien vu. Très bien. Des questions peut-être sur la formation? Vous voyez, donc, en fait, dans la formation, on rentre vraiment dans le sujet et on fait beaucoup de comparaisons. On découvre énormément de possibilités. Donc, pensez à profiter de cette opportunité. En tout cas, sont ouvertes sur il y a combien de personnes pour chaque session, en fait? Comment? Il y a combien de personnes pour chaque session? Combien de personnes? En fait, toutes les personnes qui sont inscrites sont là, sont présentes. Après, s'ils ne peuvent pas être présents, ils regardent la vidéo et ils peuvent rattraper, c'est-à-dire ils peuvent toujours être au courant de ce qui se passe. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas, et pas souvent, et ils ont continué à regarder les vidéos et même à participer dans la discussion, etc., etc. Poser des questions. Voilà. Très bien. D'autres questions éventuelles? Il n'y a pas une erreur dans la description de votre formation parce qu'il a expliqué qu'il y a 4 séances par mois à 7 étapes, donc 7 x 4, ça devrait faire 28. Et il vous a indiqué qu'il y a 24 séances de coaching. Oui, il y a 24 séances. Ouais. C'est-à-dire, il y a 24 séances, oui. Non, en fait, il y a une petite erreur, c'est 4 x 7, 28, en effet. Ah oui, là, d'accord. Oui. Ah oui, Merci. Vous parlez de ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a une petite erreur. Oui, erreur, oui. Oh, d'accord. Non, c'était... Pourquoi c'était ça? C'est parce que tu voulais faire la formation en 6 mois, en fait, au départ, mais finalement, Oui, tu as oui, décidé de la faire en 7 mois. Oui, Et on oui. a oublié de changer. Oui, c'est ça. Oui, c'était ça, oui. Très bien. D'autres questions? Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre présence ce soir. Donc, n'hésitez pas de contacter Karel sur quelque chose ou moi. Et si pour ceux qui se décident, évidemment, je serai très content de vous retrouver. Évidemment, il y aura d'autres formations aussi. Hein, donc, suivez les nouvelles sur Olibris. Hein. C'est très dynamique maintenant ces derniers temps. Donc, il y aura beaucoup de choses. Et à part la formation, la grande formation, je fais une autre formation, mais ça serait un autre webinaire sur ça. Sur cette deuxième formation qui fait un petit peu la suite de celle-là. Pour ceux qui ont suivi l'année, en fait, dans la saison dernière. Et voilà, donc on fera un webinaire pour ça, à part. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne saison qui s'annonce hein, maintenant, très, très vite. Voilà. Quoi dire d'autre? Vous pouvez donc poser d'autres questions si c'est encore pas trop tôt. Mais vous pouvez écrire aussi et on se voit à très vite. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonne soirée, à bientôt d'abord. Bonsoir à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.